Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un micro de légende, le ou plutôt les Commodore Amiga. Cette série de micro-ordinateurs commercialisés de 1985 à 1994 a marqué d'une pierre blanche l'histoire de la micro-informatique et par la même occasion toute une génération de joueurs et de musiciens. Voici son histoire. Commodore, je vous en parle sur cette chaîne depuis des mois maintenant. Avec Jack Tremielski à sa tête depuis 1954, cette société est porteuse des plus beaux succès de la micro-informatique depuis la fin des années 70. Après avoir racheté la société MOS Technology, fabricant de processeurs, et sentant l'ère de la micro-informatique grand public arriver à grands pas, Commodore a sorti dès 1977 le PET 2001. Cette machine tout en un, avec clavier, écran et lecteur de cassette intégré, a fait mouche dès sa sortie et étrenne une longue lignée de processeurs MOS, ici un 6502 cadencé à 1 MHz, épaulé par 4 kilo-octets de mémoire. Pas très ergonomique et surtout plein de bugs, ce premier coup d'essai s'est toutefois bien vendu et a permis à Commodore d'envisager un successeur. Celui-ci n'est autre que le VIC-20, premier ordinateur à dépasser le million d'unités vendues. Retrouvant un design plus consensuel, il est toujours architecturé autour d'un processeur MOS 6502, un peu plus rapide et épaulé par 5 kilo-octets de RAM, largement extensible par de multiples cartes additionnelles. Le fait d'avoir retiré l'écran a permis à Commodore de réduire drastiquement le prix de sa machine, qui trouve alors immédiatement l'adhésion du grand public dès sa sortie en 1981. Décidément pas très regardant sur la finition de ses machines, Commodore bâcle une nouvelle fois les tests et sort une machine qui n'est pas exemple de problèmes matériels. Toutefois, c'est avec les poches bien remplies que Commodore crée celui qui va battre tous les records, il s'agit bien entendu du Commodore 64. Basé sur le tout nouveau MOS 6510, doté de 64 kilo-octets de mémoire, et pourvu de puces dédiées de traitement vidéo et sonore, il fait figure de référence à sa sortie en 1982. Face au Texas Instruments TI-99-4A dans son propre pays et au MSX au Japon, le Commodore 64 a largement dominé le marché avec plus de 20 millions de machines vendues. Le C64 est ensuite décliné en version relookée et boosté sur tous les plans, le Commodore 128. Pleinement rétrocompatible avec son aîné, il est loin d'atteindre les mêmes scores de vente, même s'il frôle tout de même les 6 millions d'unités. Suite à un désaccord avec l'actionnaire principal, Tramiel quitte la société Commodore en janvier 1984 et rachète Atari, ce qui donnera quelques mois plus tard naissance à l'Atari ST, grand concurrent de celui qui nous occupe aujourd'hui. Cette guerre fratricide, je vous l'ai déjà conté dans un numéro des micros de légende, son lien est dans la description. Cela n'empêche pas Commodore d'innover et de penser au développement de celui qui doit succéder à toutes ces machines de renom qui ont fait sa fortune. De son côté, la toute jeune société Amiga Corporation, créée en 1982, fait appel à Jay Miner, ex-ingénieur d'Atari ayant œuvré sur l'Atari 2600, pour développer une nouvelle machine de jeu. Oui, les destins et les histoires d'Atari et de Commodore se croisent souvent en ce début des années 80. Le premier prototype développé porte le nom de Loren, et exploite une foule de puces dédiées au son, au graphisme, au processeur, etc., etc. Malheureusement pour Amiga Corporation, son projet émerge en pleine crise du jeu vidéo de 1983. Alors que les géants du secteur s'effondrent un à un, il est très difficile de convaincre les financiers d'investir dans cette toute jeune machine, aussi prometteuse soit-elle. Flairant le bon coup, Atari et Commodore se positionnent très vite pour le rachat d'Amiga Corporation. Après d'âpres négociations, c'est finalement Commodore qui met la main sur la société. Même si le projet Loren ne sera jamais commercialisé en l'état, il a jeté les bases de la première machine 32 bits de Commodore, l'Amiga 1000, sortie en 1985. Exit pour cela les processeurs MOS et bienvenue dans l'ère des Motorola 68000. Assez proche de l'architecture d'un Macintosh, l'Amiga a cependant un avantage de taille, ses puces dédiées. Très en avance sur son temps, l'Amiga 1000 propose un affichage 4096 couleurs alors que son concurrent à la pomme n'est que monochrome. Cette gestion graphique est assurée par le chipset OCS, pour Original Chipset, qui fera sa renommée au travers de ses différentes évolutions. Avec ses 256 kilo-octets de mémoire, son lecteur de disquette 3 pouces et demi et sa capacité à produire un son multicanal stéréo, il provoque une rupture technologique importante avec ses prédécesseurs. Cette machine est animée par un tout nouveau système d'exploitation, l'Amiga OS 1.1, qui sera ensuite amélioré en version 1.2 beaucoup plus stable, puis 1.3 à la fin de la vie de la machine. L'interface graphique avec ses icônes et fenêtres gérées à la souris s'appelle le Workbench. Là aussi précurseur sur bien des domaines, cette interface graphique est une référence en ce milieu des années 80. La puce chargée de booter l'Amiga se nomme Kickstart.
Elle est sollicitée au démarrage de la machine, initialise les composants matériels et se charge de trouver un disque de boot contenant l'Amiga OS. En version 1.0 sur cette Amiga 1000, elle aussi connaîtra différentes versions à travers le temps jusqu'en 1992 et la version 3.2. Pour en terminer avec cette Amiga 1000, il est le premier de la lignée des ordinateurs dits de bureau. Par la suite, Commodore va décliner une série d'ordinateurs de bureau et une série plus orientée grand public. La seconde déclinaison des ordinateurs de bureau porte le nom d'Amiga 2000 et voit le jour en mars 1987. Plus qu'une simple évolution du premier modèle, celui-ci est un vrai couteau suisse. Alors que l'Amiga 1000 ne supportait aucune extension, le 2000 s'ouvre et permet l'ajout d'extensions mémoire, d'adaptateurs SCSI, de cartes réseau, etc., etc. Il pouvait même accueillir des cartes de format ISA ou ISA issues des compatibles PC. Avec son mégaoctet de mémoire vive et ses capacités graphiques bien supérieures au PC, il est aussi le premier Amiga à pouvoir recevoir la toute nouvelle évolution du chipset OCS, l'ECS pour Enhanced Chipset. Toutefois, tous ces atouts ont très vite fait grimper l'addition, et cette déclinaison Amiga 2000 n'est clairement pas à la portée de toutes les bourses. Le mois suivant la sortie de l'Amiga 2000, Commodore va créer la série grand public de l'Amiga. Le premier représentant est l'Amiga 500, sorti en 1987. D'un format plus compact et clairement destiné aux familles, cette machine est vendue 3 fois moins cher que l'Amiga 2000, avec des performances quasi identiques. Mue par un Motorola 68000 cadencé à environ 7,1 MHz et épaulé par 512 kg puis 1 méga de mémoire vive. Très proche en termes de conception de l'Amiga 1000, ses performances sont peu ou prou les mêmes. Résolution de 320 par 200 en 32 couleurs, ou 640 par 400 en 16 couleurs à piocher dans les 4096 couleurs de sa palette, processeur graphique dédié, et puce sonore 4 canaux stéréo qui a fait la réputation de cette machine. Son lecteur de disquette 3 pouces et demi peut lire le format propriétaire d'une capacité de 880 kilo-octets, mais peut aussi lire les disquettes PC simple densité de 720 kilo-octets. Sans être aussi extensible que l'Amiga 2000, le 500 peut tout de même accueillir 2 joysticks avec des ports DB9, une sortie audio RCA, un port parallèle, un port série, tout cela sans compter sur le port d'extension mémoire situé à l'arrière de la machine. Comme son grand frère de bureau, la 500 supporte le chipset ECS et est livré avec la version d'OS 1.3. Plus tard, grâce à l'ajout d'une extension mémoire de 2 MB, l'Amiga 500 pourra adopter la version 3.1 du système d'exploitation. Souvent vendu en bundle avec différents jeux, Commodore veut clairement imposer une image ludique de sa machine, et elle s'en sort d'ailleurs à merveille. Aujourd'hui encore, l'Amiga 500 garde l'image de la machine de jeu ultime du début des années 90. Pardon, messieurs, une chose que vous ne savez pas, moi, mon fils, il a un scotter, comme ça. Ouais, et ben moi, mon fils, il a une gonzesse comme ça. Oui, mais moi, mon fils, il a une shiny fille, Moi, mon fils, il a un Amiga. Micro Amiga, un ami dans l'informatique. L'année 1990 verra naître une nouvelle déclinaison d'ordinateur de bureau, l'Amiga 3000. Plus puissant que l'Amiga 2000 avec son processeur 68030 à 16 MHz, épaulé par un coprocesseur mathématique, cet Amiga 3000 est 5 à 10 fois plus puissant que ses prédécesseurs. Il étraîne pour la première fois le tout nouveau Kickstart 2.0, qui supporte les nouveautés matérielles, mais apporte aussi une refonte complète de son interface graphique. Il reprend les principaux ports d'extension apparus sur l'Amiga 2000 et est pleinement compatible avec ses aînés. C'est certainement l'un des Amiga les plus extensibles et compatibles de la gamme, même si son format boîtier de bureau et son prix astronomique à l'époque en font une machine très élitiste. L'année suivante, en 1991, l'Amiga 500 Plus reprend l'OS en version 2.0 et la version améliorée du chipset ECS. Il est basé sur le même hardware que l'Amiga 500 avec une carte mère redessinée et des composants éprouvés, ce qui a permis à Commodore de sortir une version moins chère à produire et plus rentable. À part cela, cet Amiga 500 Plus ne sort pas vraiment du lot et reste trop proche de l'Amiga 500 pour en faire une nouveauté remarquable. En mars 1991, Commodore s'essaie au tout nouveau terme à la mode, le multimédia. Son CDTV, pour Commodore Dynamic Total Vision, se veut l'Amiga du salon. Basé sur le matériel d'un Amiga 500 sur lequel Commodore est venu greffer un lecteur de CD-ROM et une télécommande, ce CDTV est vendu 1000 $ de l'époque, soit un peu moins de 2000 $ actuels. C'est très cher pour un simple lecteur de galettes, pour lequel quasiment aucun jeu n'a été développé spécifiquement. C'est d'ailleurs ce prix prohibitif et cette absence de logiciel dédié qui feront de ce CDTV un cuisant échec pour Commodore.
L'ultime déclinaison des Amiga sous l'ère des Motorola 68000 est l'Amiga 600, sorti en 1992. Toujours sous Amiga OS 2.0 et ému par le chipset graphique ECS, il était censé être l'Amiga abordable, accessible à toutes les bourses. Au départ destiné à être appelé Amiga 300, des coûts de production mal maîtrisés ont finalement poussé Commodore à revoir sa stratégie commerciale pour le renommer Amiga 600. Dépourvu de pavé numérique, pourtant indispensable à certains jeux, et incompatible avec un tiers de la ludothèque de l'Amiga 500, la 600 a souvent été le mal-aimé de la série. Toutefois, et regardé de plus près, il n'a pas que des défauts. Son format très compact, tout en un, intègre nativement une sortie vidéo qui le rend compatible avec un téléviseur standard. Il intègre aussi un port PCM-CIA qui lui permet de lire les cartes compatibles, mais c'est surtout le port interne pour disque dur 2,5 pouces qui a marqué les esprits. D'autres modèles d'Amiga étaient compatibles, mais uniquement grâce à l'ajout de cartes additionnelles. Peu intéressant à sa sortie en 1992, il peut être un bon investissement aujourd'hui pour du rétro gaming. Welcome back to our awesome Commodore preview with your chance to win these incredible packs. Commodore's first great pack is the Wild, the Weird and the Wicked, featuring the brand new Amiga 600, Commodore's latest multitasking computer. With over 3,000 software titles available and over 4,000 colors and 4-channel digitized stereo sound as standard, the new 600 is Commodore's dynamic successor to the Amiga 500. The pack brings you the Amiga 600 plus these 4 mega titles. Colin Curley has lost his quavers. Help G.I. Hand retrieve all 10 packs in Pushover. Grand Prix, 16 international tracks and complete coverage of 26 cars. Amazing! Silly Putty, build your way home to Putty Moon with your robot friends, but watch out for Dazzle Daisy's nasties. And you can enjoy creating animations like they do in the movies, or visions of color with Deluxe Paint 3. This is your chance to win one of these packs every week until February 14th, 1993. Add a hard drive and you just entered the whole new world of the Epic Pack with an incredible Amiga 600 HD and these amazing games. Epic, Rome, Myth, Trivial Pursuits. Add Amiga Text and the amazing Deluxe Paint 3 and it's epic, and you can win one a month until February 14th, 1993. Seeing is believing as Commodore introduced the superb Amiga CD-TV Multimedia Pack. Take the brilliant Amiga CD-TV, the world's first interactive home entertainment player, add the dynamic Amiga 600 keyboard, software, disk drive and mouse, and you'll have the incredible Commodore CD-TV Multimedia Pack. Watch after this trailer for your chance to win these great new packs from Commodore. À la fin de cette même année 1992, Amiga fait évoluer sa machine et sort pour l'occasion l'Amiga 1200, qui vient ringardiser encore un peu plus l'Amiga 600. Doté d'un format plus consensuel, qui rappelle celui du 500, avec le retour du pavé numérique, il étrenne le tout nouveau Motorola 68EC020, cadencé à 14 MHz, épaulé par 2 mégaoctets de RAM. Pour gérer ces nouvelles capacités, l'Amiga 1200 est mue par le tout nouveau Amiga OS 3.0, et accueille la toute dernière évolution du chipset graphique, l'AGA pour Advanced Graphical Architecture. Ce chipset AGA supporte une palette de 16 millions de couleurs et reste compatible avec les prédécesseurs ECS et OCS, ce qui le rend 100% compatible avec la grande ludothèque de ses prédécesseurs. Malgré ces avancées, la concurrence commence à avoir les dents longues en ce début des années 90 et Commodore n'a pas su anticiper. Aussi bon soit-il, cet Amiga 1200 n'est qu'une évolution timide de ses prédécesseurs et n'a pas créé un véritable gouffre technique comme à la sortie du 500. Réputés pour ses jeux vidéo, les Amiga commencent à souffrir de la comparaison avec les consoles 16 bits, comme la Mega Drive ou la Super Nintendo, et même avec les PC dont les capacités multimédia sont de plus en plus avancées. Malheureusement peu vendus, moins d'1 million d'exemplaires, les développeurs n'ont pas investi dans cette machine et au final peu de jeux sont sortis pour le chipset AGA, pourtant prometteur. Le dernier représentant des ordinateurs de bureau est l'Amiga 4000, sorti lui aussi fin 92. Tout d'abord équipé d'un Motorola 68040, il sera très vite remplacé au début 93 par le 68000EC030, lui aussi cadencé à 25 MHz. Il est livré en standard avec 2 mégaoctets de mémoire qui peuvent être étendus à 16. Au niveau des cartes d'extension, il possède les mêmes ports et les mêmes atouts que l'Amiga 3000 et peut être copieusement amélioré. Dans les derniers mois de commercialisation du 4000, des développeurs ont même développé des ports d'extension PCI lui permettant de recevoir quelques cartes graphiques ou sonores du monde PC. L'Amiga OS installé est le même que pour le 1200, à savoir la version 3.0.
À la fin de sa commercialisation, le 4000 pourra recevoir l'ultime version du Kickstart et de l'OS, le 3.1, qui marquera aussi la fin de vie de la société Commodore. Avant la faillite, Commodore, dans un ultime sursaut d'orgueil, commercialise à la fin 1993 sa console, l'Amiga CD32. Basée sur le chipset AGA et utilisant le stockage sur CD-ROM, cette console est en fait très proche du hardware de l'Amiga 1200, tant en termes d'architecture que de performance. Il est d'ailleurs possible d'ajouter un clavier et un lecteur de disquette à cette console afin de retrouver les sensations de l'ordinateur. Sans être une mauvaise console, l'image qui se dégage lors de sa commercialisation est celle d'un Amiga amputé de sa polyvalence. À noter que celle-ci est compatible avec le Commodore CDTV. Déjà fortement affectée par des problèmes financiers, la société Commodore s'est vue interdire de commercialiser sa machine aux États-Unis pour des problèmes de brevet, ce qui l'a conduit encore un peu plus vers la banqueroute. Celle-ci est intervenue en avril 1994, seulement 8 mois après la sortie de la console. Plus rapide, plus puissant, plus de couleurs. La première console de jeu CD 32 bits. Même si cette fin est peu glorieuse, Commodore est un des rares constructeurs à avoir laissé sa trace sur plusieurs générations. Tout d'abord avec les VIC-20 et C64, puis avec les Amiga qui ont fait rêver tous les joueurs. Voici un petit aperçu des titres emblématiques des Amiga parmi plus de 2000.
J'espère que cette vidéo sur ces machines emblématiques vous aura plu. Si comme moi elle vous en fait rêver, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.